Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le message du pape François, publié hier pour les catholiques chinois et l'Église universelle, précision avec le père Charbonnier des missions étrangères de Paris. En France, les réactions se multiplient après l'avis favorable du CCNE pour une extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Les opposants se mobilisent. Et puis un reportage dans le sanctuaire à Ars où 250 prêtres du monde entier vivent actuellement une retraite. Le pape François a rappelé mardi soir dans l'avion qui le ramenait à Rome que l'identité s'inscrit dans l'appartenance à un peuple et l'appartenance à un peuple doit être transmise. Des propos après son voyage dans les pays baltes, mais qui résonnent particulièrement en France avec les nombreux débats sur l'identité qu'on a pu entendre récemment. Alors on en parle dans notre dossier avec Benoît Fidelin de Pèlerin et Louis Defresne de Radio Notre-Dame. Et on commence cette édition avec la publication par le pape hier d'un message aux catholiques chinois. Rappelons que samedi, un accord provisoire sur la nomination des évêques chinois a été signé entre Rome et Pékin, mais le contenu de cet accord est encore à l'heure actuelle inconnu. Face aux inquiétudes des catholiques chinois, le Saint-Père a tenu à expliquer les raisons profondes de cet accord. Tout d'abord, mardi, dans l'avion qui le ramenait d'Estonie, il avait précisé que Rome se réservait la nomination des évêques chinois. Il rectifiait ainsi la rumeur selon laquelle le Vatican n'aurait qu'un simple droit de veto dans les nominations. La cosa se fa in dialogo, ma nomina Roma, nomina il Papa. Questo è chiaro. Et puis hier, le pape s'est de nouveau exprimé en publiant cette fois un message aux catholiques de Chine. Il y a exprimé sa volonté d'aider l'Église en Chine à retrouver son unité, notamment en sortant de la clandestinité. Le pape a en effet rappelé que le phénomène de la clandestinité ne rentre pas dans la normalité de la vie de l'Église. Pour remédier à ces divisions, l'accord prévoit donc la réadmission dans la pleine communion ecclésiale de 7 évêques officiels, c'est-à-dire nommés par Pékin seulement. Le pape affirme enfin dans son message que tout le peuple chrétien, des évêques aux laïcs, doit chercher ensemble avec le Saint-Siège les candidats à l'épiscopat. Le père Charbonnier, MEP et spécialiste de la Chine, revient sur ce message. Je pense que le principe des clandestins, c'est leur fidélité à Rome. Et là, ils vont se trouver dans l'embarras parce que le pape prend des mesures là, qui vont causer beaucoup d'ennuis pour eux. Ils vont se trouver beaucoup plus contrôlés par les évêques qui seront tous reconnus par Rome et par le gouvernement. D'après ce qui est dit de l'accord, le pape approuve le processus démocratique chinois d'élection des évêques. Ça, c'est nouveau. Si le pape accepte les candidats élus démocratiquement par la Chine, c'est la conférence épiscopale qui les lui présentera. Elle présentera les candidats. Ça veut dire que le pape, d'une certaine façon, légalise cette conférence qui, jusqu'ici, n'était pas licite, n'était pas reconnue. En France, depuis mardi matin, les alertes se multiplient après l'avis du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, favorable entre autres à l'extension de la PMA pour toutes des politiques, mouvements ou associations opposés à ce projet font entendre leur voix. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a dit vouloir faire des propositions pour que le débat parlementaire soit le plus intelligent possible et la mobilisation des opposants à la PMA semble bien s'amorcer. 10 heures après la publication du rapport du CCNE, près de 300 personnes selon la police se sont retrouvées à Paris devant les locaux du Comité consultatif national d'éthique pour faire entendre leur opposition à l'extension de la PMA. Pour le moment, nous nous apprêtons à lancer une campagne de sensibilisation, une campagne d'affiches. Nous nous apprêtons à lancer un certain nombre d'actions, mais qui ne sont pas, à ce stade, des actions d'opposition à un projet qui arriverait. S'il faut, nous appellerons à descendre dans la rue et le sujet est tel qu'il y aura très certainement un nombre immense de personnes dans la rue. Hier, dès la publication de l'avis du CCNE, d'autres associations ou mouvements ont fait part de leurs inquiétudes, comme Alliance Vita. Pour eux, il est temps de penser à une plateforme de mobilisation encore plus vaste. Alliance Vita va lancer un travail d'explication auprès des Français qui sont manipulés par des pseudo-sondages et qui,
on le voit, ne veulent pas d'une société qui escamoterait le père, qui priverait les enfants, quel que soit leur mode de conception, de père. Et puis le moment venu, eh bien, il faudra une vaste plateforme de mobilisation dans la rue qui agrégera des personnes qui ne sont pas forcément mobilisées pour des questions liées au mariage, mais qui le feront sur des questions liées à la procréation, parce que là, on est dans le concret, on est dans le dur. Et on voit d'ailleurs des personnalités politiques, associatives, médiatiques, qui n'étaient pas engagées sur la question du mariage, mais qui là disent « je ne suis pas d'accord ». En attendant, les consultations vont se poursuivre pour le gouvernement. Alliance Vita sera auditionnée courant octobre. On vous en parlait dans notre dernière édition sur la base de 38 000 documents de l'Église allemande et 5 ans de travail. Une étude sur les abus sexuels commis dans l'Église du pays a été présentée ces derniers jours. Un événement qui a fait la une des médias outre-Rhin. On écoute l'analyse de Kilian Martin, journaliste allemand et spécialiste de ces questions. There wasn't any great surprise, I guess, caused by this report in the general public. The revelations of the last years made it quite clear that sexual abuse by clerics of minors is a huge problem practically everywhere in the world church. And in Germany, especially since 2010, we knew that there has been many acts of abuse, of course. But there is great anger and frustration in the public. The Catholic Church has lost most of its credibility, I guess, with many people. And Cardinal Marx himself put it to words in the past days and said the people just don't believe us anymore. And I guess this is the biggest problem of all, that the people fear that there has been a cover-up of this problem by the church, and so the church is now facing really a major crisis here in Germany. And there have been many questions about personal consequences, about bishops stepping down in the past days. Il y a quelques heures, les fidèles du diocèse d'Angoulême ont été invités à participer à une messe de réparation et d'intercession après les scandales d'abus sexuels. Un appel de Monseigneur Gosselin, l'évêque d'Angoulême, pour répondre à la lettre du pape François au peuple de Dieu. Tous les premiers vendredis de chaque mois, pendant cette année pastorale, ceux qui veulent sont aussi invités à jeûner et prier. Monseigneur Gosselin nous en dit plus sur cette démarche de prière et de conversion. L'idée, c'est à la fois de se tourner vers Dieu. Il y a des circonstances où le mieux, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, à la fois pour reconnaître ses fautes, les nôtres et celles aussi des autres, car nous sommes solidaires puisque nous ne faisons qu'un seul corps, et pour demander que la grâce à la fois illumine et renforce. Je pense que, vous voyez, on dit souvent, ça c'est un proverbe chinois qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. C'est vrai. Donc ce n'est pas une vision globale sur toute la vie de l'Église, qui par ailleurs fait du bien, qui ne fait pas de bruit. Mais il faut reconnaître aussi qu'un arbre qui tombe fait beaucoup de dégâts. Dans cette période douloureuse, on l'a compris, pour l'Église, 250 prêtres de 34 pays se ressourcent et prient dans le sanctuaire d'Ars. Une retraite internationale pour célébrer le 200e anniversaire de l'arrivée de Saint Jean-Marie Vianney à Ars. Un temps de 5 jours pour retrouver l'espérance et la force pour leur ministère. Pour vivre dignement en une telle vie, le prêtre a besoin du feu de l'Évangile. Où et comment le retrouver? C'est un des thèmes au programme de cette semaine. Les actes des apôtres nous rappellent que le prêtre, de par le ministère, a été confié à la parole de Dieu. Donc il faut que dans notre vie, chaque jour, assidûment, il y ait des moments où je me laisse interpeller par la parole, je la laisse entrer en moi, pour moi-même. Et ça, bien, nous en faisons l'expérience ces jours-ci. Ça donne vraiment un feu et ça nous redonne le sens de notre engagement, de notre vie donnée, de notre mission, une espérance incroyable, parce que bon, il faut bien le dire que si on écoute tous les jours les informations, c'est troublant. Ces frères détraqués qui plombent quand même notre mission, et parce qu'ils ont fait du mal, et un mal qui est quelquefois incurable, eh bien, face à tout cela, nous avons tellement honte de tout cela que nous pourrions en oublier le sens et l'engagement, le feu de notre mission. Cette semaine de retraite se termine dans quelques jours. Il est temps de demander au Saint Curé d'Ars d'intercéder pour tous les prêtres.
Et puis cet après-midi, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, a célébré les funérailles du père Jean-Baptiste Seb à l'église Saint-Romain à Rouen. La douleur est vive depuis le suicide du prêtre la semaine dernière. L'église ainsi que la salle et le jardin attenant étaient combles. Monseigneur Lebrun a clos la prière universelle par une déclaration très forte. Accueillons dans nos prières la famille blessée qui a mis en cause Jean-Baptiste. Le père Seb, quelques jours avant sa mort, avait reconnu des gestes inappropriés à l'égard d'une jeune femme. À l'approche de la fête de Thérèse, le 1er octobre, le sanctuaire Sainte-Thérèse à Paris organise la semaine thérésienne. C'est le rendez-vous incontournable des amis parisiens de la petite Thérèse depuis maintenant 10 ans. L'événement a commencé hier et se prolonge jusqu'à dimanche avec des offices, bien sûr, mais aussi des mini-retraites, des soirées de prière, des projections de films ou encore des concerts. On écoute le père Louis Cesbron, il est le chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse à Paris. Le regard que nous portons sur Thérèse, c'est une invitation à regarder sur nos propres familles. Et ça, c'est du bonheur, non seulement pour moi, mais pour tous. En regardant un peu Thérèse, mais je regarde moi-même ceux qui m'ont entouré, je regarde ceux qui sont encore autour de moi, et c'est tout cela qui ont à bénéficier et bénéficient au jour le jour de cet amour. Voilà ce qu'on essaye de partager dans cette maison, et c'est la chose la plus belle que de découvrir tout d'un coup qu'il y a un sourire d'amour qui se penche sur nous. C'est déjà quelque chose que Marie elle a partagé avec nous dans son Magnificat et qu'elle continue de nous partager à travers les mots de Thérèse. Après, à chacun de nous de les traduire dans sa propre langue et avec ses propres mots et avec sa propre manière d'être. Et on poursuit avec la chronique du père de Béclair. Bienvenue à lui qui, depuis la Belgique, intègre l'équipe des chroniqueurs d'À la Source. Et aujourd'hui, il a un mot à dire à ceux qui critiquent systématiquement le pape. Comme tous ceux qui interviennent régulièrement sur les réseaux sociaux, j'en fais partie, je suis régulièrement pris dans des débats intéressants entre chrétiens et non-chrétiens, entre catholiques et non-catholiques. Et au sein de la famille catholique, on n'est pas tous d'accord. Il y a des débats. Ce n'est pas mauvais. La vérité n'est pas monocolore. Et souvent, du dialogue respectueux jaillit une certaine vérité avec le temps. Mais ce qui, personnellement, aujourd'hui, me fait de la peine et même me met un peu en colère, c'est ces attaques très dures contre notre pape François qui viennent d'une frange de notre Église catholique qui se dit attachée à la tradition. On peut ne pas être d'accord avec un pape, oui, on le dit respectueusement, mais les plus ultras vont jusqu'à ne même plus l'appeler le pape, on le traite avec un peu de mépris de Bergoglio, et quand je dis qu'il a quand même été élu par un conclave, on me rétorque « Oui, mais ce conclave a été trafiqué, canalisé par d'horribles progressistes, ce n'est pas notre pape ». Alors, je voudrais dire deux choses. La première, eh bien, il y a quelques années, ces mêmes catholiques reprochaient à leur curé ou à leur évêque de ne pas être assez fidèles au Saint-Père, et aujourd'hui, ils reprochent au Saint-Père de ne pas être assez fidèle à quoi ? Parce qu'ils pensent que le Saint-Père devrait être. Donc, la mesure de la vérité pour eux, c'est ce qu'ils pensent. Et là, ça devient un peu cocasse parce qu'ils se réclament de la tradition. Mais la tradition, c'est le sens de l'Église. Et le sens de l'Église, c'est j'accueille mon curé, mon évêque et mon pape tel qu'il est. Et on peut ne pas toujours être d'accord ou avoir la même sensibilité. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas le sens de l'Église, ce n'est pas la tradition, c'est l'ultramodernité. Au fait, ce qu'ils pratiquent, c'est une forme de télé-réalité. Si vous n'êtes pas d'accord avec le pape François, tapez 1. Si vous voulez un pape du passé, tapez 2. Si vous rêvez un pape du futur, tapez 3. C'est une forme d'ultra-subjectivité qui remplace la tradition. La tradition, le sens de l'Église, c'est l'accueil respectueux de celui que Dieu nous envoie, avec ses qualités et ses défauts, et on prie pour lui. Eh bien, chers frères catholiques qui pensaient que le pape n'est pas le pape, pensez-y quand même un peu. Je ne suis pas sûr que vous réclamiez de la tradition. Je pense que vous êtes plutôt dans l'ultramodernité. Merci Père de Béclair. Dans quelques instants, la parole à deux éditorialistes de médias chrétiens, mais avant, c'est la revue de presse. Et cette semaine, Pèlerin revient sur l'avis du CCNE, Benoît Fidelin. Oui, on revient parce que c'est bientôt le synode des jeunes. On parlait de choses positives aussi dans l'Église. Et le synode des jeunes, on est allé voir
une bonne brochette de jeunes qui nous disent un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent de l'Église aujourd'hui, comment il a essayé de la réveiller. Et vous avez vu, on a une photo superbe de ces jeunes qui sont bien dans leur peau, qui sont de différentes origines et qui veulent à tout prix vivre une Église. On va en parler tout à l'heure. On parlait tout à l'heure qui vivent encore de ces racines chrétiennes vivantes et puis qui ait une identité qui soit moderne, mais une Église aussi qui soit missionnaire. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce qu'ils ont dit. Merci Benoît Fidelin, vous traitez aussi l'avis du CCNE. Ce que fait aussi l'hebdomadaire protestant Réforme, la théologienne protestante Marion Muller-Collard commente le rapport du CCNE pour lequel elle a été membre. On y apprend notamment que 2 des 39 membres du CCNE se sont opposés à l'extension de la PMA et elle appelle chacun à lire les conclusions face à la complexité des enjeux. Famille chrétienne, de son côté, revient sur la déclaration des évêques sur la bioéthique. Dans un texte fort publié en fin de semaine dernière, ils redisent leur attachement à la procréation humaine et leur opposition à toute forme de PMA. Une position cohérente pour entamer le débat parlementaire. Autre sujet qui rentre dans le champ éthique, l'intelligence artificielle. L'avis consacre 12 pages sur le progrès fulgurant de la machine qui annonce une puissance titanesque. Interrogé par l'hebdomadaire, le frère Éric Salobir, du Vatican à la Silicon Valley, il favorise le dialogue entre les acteurs de l'intelligence artificielle, un dossier pour comprendre les enjeux futurs. Et puis France catholique vous fait découvrir la figure de l'abbé Fouque, béatifié à Marseille dimanche prochain. Mort en 1926, il était surnommé le Saint-Vincent de Paul marseillais. Et s'il n'est jamais sorti de son diocèse, il a suscité beaucoup de vocations. Toute sa vie fut une communion d'amour avec le Christ et le prochain, confie le père Ardura, postulateur de la cause du futur bienheureux abbé Fouque. Voilà pour la revue de presse de la semaine et on poursuit avec le dossier. Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, bonsoir. Benoît Fidelin, directeur de la rédaction de Pèlerin, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on va parler de la question de l'identité et des racines. Après les propos du pape François, de retour de son voyage aux pays baltes, il a redit l'importance des racines. Ces propos, ça vous a étonné après son voyage dans les pays baltes ? Mais écoutez, moi d'abord j'y étais très sensible parce que avant d'être rédacteur en chef, d'être directeur, j'ai été 25 ans grand reporter et en février 90, j'étais à Vilnius. Quand les chars russes ont attaqué, j'ai réussi à me faufiler et rentrer dans le bâtiment qui était encerclé pour interroger au sommet à 3h du matin le président Vytautas Landsbergis, et justement qui m'avait parlé des racines chrétiennes de son peuple qui était en train d'acquérir sa liberté face au joug soviétique. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que, on en parlera tout à l'heure avec lui, on en débattra, c'est que le pape, il n'a pas appelé les Lituaniens, moi, que j'ai vu vraiment cet état tampon, tantôt ravagé par les Allemands, par l'Armée rouge et ainsi de suite, à lutter pour défendre une identité irascible, une identité qui les menait finalement dans un isolement. Il leur a dit à garder toujours vivant ce qu'ils avaient d'authentique, d'original, mais surtout de ne pas, de grandir en tant que nation grâce à la tolérance, l'hospitalité, le respect, la solidarité. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça me rappelait la lutte de ce peuple pour, comme les Lettons, comme tous ces pays baltes, pour une identité qui ne soit pas rétrécie du tout. Voilà. Une identité pas rétrécie, c'est ainsi que Benoît a compris les propos du pape, oui. Mais je ne sais pas si le pape a demandé aux pays baltes d'accueillir des migrants, par exemple. Je ne sais pas si la version ou l'interprétation que l'on peut avoir de la tolérance irait jusque-là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est avancé sur ce terrain-là. Je regardais une image. Vous voyez, le pape est accueilli par des petites filles en costume traditionnel. Moi, je me posais la question de savoir depuis combien de temps un chef d'État en France n'a pas été en contact, ou n'a pas reçu quelqu'un d'autre avec des enfants en costume traditionnel. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que la France est passée dans un stade qui est beaucoup plus avancé, dirions-nous, que certains pays qui ont retrouvé leur liberté après le totalitarisme soviétique et qui en fait ont retrouvé ce qui leur a toujours été naturel. C'est une forme de tradition qui s'exprime naturellement. Donc on a déjà un décalage très fort entre les pays qui sont à l'Est et puis les pays comme le nôtre, où ces choses-là sont déjà vécues comme une forme de nationalisme exacerbé quasiment. Moi, ce que je retiens, c'est que le pape François s'inspire, ça fait écho tout à fait au discours que vous aviez tout à l'heure sur la tradition. C'est du Jean-Paul II. Ce qu'il a dit, c'est du Jean-Paul II. C'est d'abord que les peuples existent,
ce qui est une réalité à travers... Voilà, c'est du Benoît XVI aussi, les peuples existent tout simplement, et puis il a parlé du mot ancêtre, le fait que l'on existe, on peut construire l'avenir que si on a la conscience de ses ancêtres, c'est un mot qui a totalement disparu de notre vocabulaire. Il a parlé aussi de choses assez simples, avec une phrase très forte, moi, que j'ai retenue. Il n'y a pas pire aliénation que celle de n'appartenir à personne. Or, on pourrait relier notre conversation même au débat sur la PMA, à toutes ces techniques qui anonymisent finalement l'être humain, qui l'isolent, qui créent une solitude volontaire par la technique. Donc c'est ça le vrai débat. À qui est-ce que j'appartiens ? Et là, il souligne que les pays baltes, d'abord une capacité d'innovation très forte, on peut être très bien dans la modernité, très en avance, et être parfaitement à l'aise dans son identité. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est aussi une fausse opposition que l'on crée dans notre pays en disant finalement c'est ringard, sauter à pieds joints dans la technologie et oublier votre passé. C'est absurde comme clivage. Et le pape l'a encore démontré ici. Moi, Louis, je comprends ce que vous voulez dire, mais là, je ne serais pas aussi négatif que vous. Moi, je suis passionné, par exemple, par la Grande Guerre, par cette histoire-là, et on a accompagné, nous, nos lecteurs, leurs petits-enfants, dans une quête pendant ce centenaire, justement, de rappel de l'histoire. Il y avait un grand écrivain que j'adore, Maurice Genevoix, qui disait « Pour être de son temps, il faut être de quelque part ». Bon, être de son temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être acteur dans la cité d'aujourd'hui, y être fécond, y créer des liens, mener pendant son temps sur Terre quelque chose qui apporte aux autres et à la société, y être fécond. Et être de quelque part, aujourd'hui, c'est vrai, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire il y a un siècle, Louis, mais ça ne veut pas dire pour autant nier notre passé. Je pense que même si en France, c'est vrai, je reconnais, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce qui fait qu'on est français. C'est vrai, c'est beaucoup plus difficile que ça l'était du temps de Maurice Genevoix. Mais je pense qu'il y a quand même une recherche d'identité, le retour vers le local, cette idée d'avoir des racines qui sont vraiment fécondes. Enfin, je ne sais pas... De Kerenfleck, vous vous appelez. Bon, vous êtes breton. Qu'est-ce qu'ils disent ? Les marins bretons, c'est qu'ils disent qu'on ne voyage pas jamais aussi bien que quand on a un port d'attache. Bon. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup plus de Français qui le ressentent et qui le ressentiront à l'avenir face à ce que vous avez justement décrit comme un risque. Mais je vous rejoins, Benoît. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas un sentiment partagé parmi les Français, c'est un sentiment qu'on impose aux Français. C'est une vision... Qui leur est imposée. Je pense que les Français pensent comme les Estoniens, les Lettons. C'est une vision... Non, c'est une vision qui est communément partagée dans les médias et qui, d'une certaine façon, ringardise tout ce qui représente, qui vous fait passer, en fait, pour un beauf. Voilà, c'est ça. Pas dans la littérature française. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous. Et puis ni dans les provinces françaises. Moi, je suis un chasseur, je suis un pêcheur, je suis quelqu'un qui a des racines terriennes. Je suis bien d'accord avec vous. Mais peut-être que Louis, par exemple, fait référence, on se souvient de ce débat là, qui de la semaine dernière, le débat du prénom. Est-ce que quand on est français, on doit s'appeler Corinne ou est-ce qu'on s'appelle Absatou? C'est un petit peu ça qu'on voit et qui cristallise un petit peu aussi le débat, Benoît. Mais je pense que là où Louis, c'est la question vraiment que je me pose. J'ai envie de faire un dossier, tiens, dans Pèlerin sur ça, on pourrait le faire avec Radio Notre-Dame. C'est qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui nous réunit de Dunkerque à Marseille? C'est ça, ce serait quelque chose. Alors, on a des éléments avec le foot, on a des choses, la République aussi qui donne sa chance à tous, qui est quelque chose qui est quand même très fort en France depuis un petit... Non, et qui donne de moins en moins sa chance à tous, c'est vrai aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même des dénominateurs communs, il faudrait en trouver d'autres. Ça passe aussi, c'est vrai, par des racines qu'on cultive, notamment dans la ruralité. Ça, moi, je reconnais. Et puis, par l'éducation. Mais moi, je ne suis pas du tout désespéré parce que je vois plein de jeunes qui ont envie d'apporter leur contribution à l'Europe à partir de leur appartenance à une nation et tout ce que ça veut dire en termes spirituels et philosophiques. Louis, ça vous désespère ou pas de voir aujourd'hui que... Non, au contraire, moi je trouve ça extrêmement encourageant. Ce qu'a dit le pape dans les pays baltes, je trouve, devrait être peut-être plus valorisé, plus connu. C'est pour moi un constat de réalité, que l'identité, c'est dans l'espace et dans le temps. Il y a forcément un rapport à l'espace, au territoire.
Or, c'est difficile de le vivre en France parce que les territoires en France sont de plus en plus segmentés. Oui. Vous en savez quelque chose, Benoît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des territoires aujourd'hui? Est-ce que je suis, allez, je vais oser, chez moi partout? Est-ce que tout le monde, est-ce que chacun est chez lui partout? C'est-à-dire, il y a des quartiers riches, des quartiers très pauvres, des quartiers plus ou moins homogènes, plus ou moins hétérogènes. La mixité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'aperçoit qu'il y a un discours sur le vivre ensemble, mais que la réalité est une réalité extrêmement segmentée. Manuel Valls avait parlé d'apartheid. C'est quand même assez fort pour en arriver là. Donc c'est quand même un rapport à l'espace, puis un rapport au temps. C'est le fait de transmettre dans le temps ce que j'ai reçu. Je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas reçu. Donc il faut forcément que je respecte ce que j'ai reçu. Est-ce que dans l'éducation, vous avez parlé d'éducation, Benoît, est-ce que dans l'éducation, est-ce qu'on prend le meilleur de notre histoire pour le transmettre à nos enfants? Est-ce que l'éducation nationale fait cela? Est-ce que nous faisons cela? En tant que parent, on doit le faire, mais je suis d'accord avec vous quand vous avez dit, Louis, le temps. Parce qu'on vit une période de mutation quand même. Hein. Nous, notre génération, on a vu la mondialisation se faire. Alors la mondialisation a eu des côtés bénéfiques. Hein. Moi, qui n'arrêtais pas d'aller en Asie, j'ai vu plus d'un milliard d'hommes sortir de la pauvreté grâce à la liberté des échanges. Mais tout ça, on vit une période de mutation qui, c'est vrai, tend à brouiller ces repères-là. Donc c'est vrai que c'est très très difficile, ça se fait par l'éducation, ça se fait aussi par ce que dit le pape. Quoi. Mais Benoît, vous dites brouiller, mais regardez l'Estonie, c'est l'un des pays les plus intégrés en matière de technologie. Oui. L'un des plus modernes. Oui, l'un des plus modernes. Vous avez, je crois, une seule carte, par exemple, vous avez votre carte d'identité. Alors on peut être d'accord ou pas, mais vous avez votre permis de conduire, votre carte d'identité, vous avez tout sur une carte intégrée, alors qu'en France, il faut un portefeuille entier. Alors, il y a les avantages et les inconvénients dans ce système-là, mais c'est un pays qui est hyper en avance du point de vue de la technologie. Alors c'est un pays qui est extrêmement à l'aise dans ses racines. On pourrait dire la même chose de la Suisse, par exemple, dont je parle souvent. Et donc il n'y a pas d'opposition. Entre la mondialisation et le fait d'être à l'aise. C'est aussi la connaissance de l'histoire qui fait ça, qui joue énormément. Et nous, c'est vrai qu'on a une histoire beaucoup plus tumultueuse par rapport à notre colonialisme, par rapport à tout ça. Et donc, les pays qui n'ont pas d'histoire, qui ont une histoire différente de la nôtre, se posent sûrement moins cette question d'identité. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Louis. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.